On le connaît tous pour la Joconde, mais Léonard de Vinci, c'est bien plus qu'un sourire énigmatique. Ce type a voulu tout comprendre. Le corps humain, le vol des oiseaux, les guerres, la lumière, l'architecture, le mouvement. Il notait tout, partout, tout le temps. Il commençait des chefs-d'œuvre et les laissait en plan. Il dessinait des hélicoptères au XVe siècle. Il disséquait des cadavres pour dessiner l'âme. Il peignait les œuvres les plus célèbres du monde. Peintre, inventeur, scientifique, ingénieur, anatomiste, architecte, poète parfois. Léonard de Vinci n'est pas un homme, c'est une galaxie, un esprit insatiable. Léonard, c'est le génie ultime. Pas juste un artiste, pas juste un savant. Un esprit libre, curieux de tout, incapable de se laisser enfermer dans une seule case. Mais derrière le mythe, qui était vraiment l'homme ? On rembobine, retour en 1452. Il y a près de 600 ans, direction Vinci, un petit village toscane en Italie. Au milieu des collines, des cyprès et des oliviers, naît un enfant illégitime. Il s'appelle Léonard. Il est le fils d'un notaire, Piero de Vinci, et d'une paysanne, Catrina. Pas marié, pas noble, pas riche non plus. Juste là, à la croisée de deux mondes. Léonard est un enfant hors des cases, dès le départ. Il grandit libre. Dans la nature, il observe tout. L'eau qui coule, les oiseaux, les plantes, les visages. Il ne sait pas encore lire, ni écrire, mais il voit. Il n'a pas d'éducation classique, mais il a l'essentiel, la curiosité. C'est là, dans les collines autour de Vinci, qu'il développe sa première machine, son œil. Et ce regard-là ne va jamais s'arrêter. À 14 ans, il quitte le cocon familial, direction Florence. C'est là que Léonard va devenir Léonard. Florence, 1466, le cœur battant de la Renaissance. L'art, l'or, les idées, les mécènes, les maîtres, tout converge ici. Et Léonard, 14 ans, débarque au milieu de ce feu d'artifice culturel. Il entre dans l'atelier d'un grand nom, Andrea del Verrocchio. Un touche-à-tout comme lui, peintre, sculpteur, orfèvre, ingénieur, l'idéal pour un gamin qui veut tout apprendre et qui a faim. Ici, Léonard apprend la rigueur, le détail, le réalisme. On lui enseigne l'anatomie, la géométrie, la perspective, pas juste pour faire joli, pour comprendre le monde. Il découvre aussi l'huile sur toile, les proportions humaines, les secrets du clair-obscur. C'est dans cet atelier qu'il peint pour la première fois une partie d'un tableau important, le baptême du Christ. Verrocchio lui laisse peindre un ange. Et selon la légende, quand il voit le résultat, le maître aurait posé ses pinceaux pour toujours, parce que l'élève venait de dépasser le maître. Léonard, c'est ça, un génie qui explose en silence, discret, parfois étrange, toujours dans sa bulle. Il a écrit à l'envers, de droite à gauche, dans un miroir. Il dissèque des animaux pour comprendre comment ils bougent. Il ne suit pas les règles, il les contourne. En 1476, à seulement 24 ans, Léonard est accusé anonymement de sodomie avec un jeune modèle. À l'époque, c'est un crime grave. Il est arrêté, puis relâché faute de preuves, mais il n'oubliera jamais. Après ça, il devient plus secret, plus insaisissable. Il ne se mariera jamais, ne parlera jamais d'amour, ni de désir. Mais autour de lui, toujours des jeunes hommes, élèves, amis, complices. Parmi eux, Salahi, le petit diable. Recruté à 10 ans, indiscipliné, charmeur, fidèle, Léonard le dessine sans relâche. Le couvre d'or et de soie, le maudit parfois, l'aime peut-être. Leur lien dure 25 ans, entre art, tendresse et procès pour dette volée. À 20 ans, Léonard est officiellement maître. Il a son propre atelier et ses propres élèves, mais il ne se sent pas encore à sa place. Il veut plus grand, plus de défis, plus de moyens et surtout, un terrain de jeu à sa mesure. Il fait ses valises, direction Milan, 1482. Fini la douceur florentine. Ici, c'est la ville des ambitions. Une ville en guerre, un duché puissant. Et Léonard ne vient pas peindre. Il va réinventer l'ingénieur, l'artiste et même la guerre. Il écrit au duc Ludovic Sforza une lettre, pas comme les autres. Il n'y parle ni d'art, ni de peinture. Il s'y vend comme un ingénieur militaire, créateur de machines de guerre, de fortifications, d'armes secrètes. Il propose des canons à vapeur, ponts transportables, engins d'assaut, fortifications avancées, véhicules blindés, l'ancêtre du tank, système d'irrigation, mécanisme hydraulique, automates, machines volantes, un planeur avec une vis aérienne. C'est un CV de guerre version Renaissance. Le duc accepte et Léonard entre à la cour.
avec tout. Argent, projet, prestige. Il conçoit des décors pour les fêtes ducales, des spectacles, des automates. Il dessine des canaux, vide des marées, rêve de cité idéale. Et surtout, il travaille pendant 16 ans sur un rêve fou. Un cheval de bronze de 7 mètres. Mais la guerre arrive. Le bronze part pour les canons. La statue ne verra jamais le jour. Mais à Milan, Léonard laisse une autre trace. Une œuvre immense, unique, sacrée. La Scène. Peinte discrètement sur le mur du réfectoire d'un couvent, 4 ans de travail. Pour une scène figée, juste après la trahison de Judas. Mais ce n'est pas une fresque classique. Léonard expérimente encore. Il utilise une technique fragile, trop fragile. Résultat, à peine terminée, la scène commence déjà à disparaître. Mais l'émotion, elle, reste intacte. Et puis en 1499, tout s'écroule. Les troupes françaises envahissent Milan. Ludovic Sforza est capturé et Léonard doit fuir. Encore une fois, il laisse des œuvres inachevées, des rêves brisés. Mais dans ses carnets, le feu ne s'éteint jamais. Milan est tombé, son protecteur est en prison et Léonard reprend la route encore. Pas comme un fugitif, comme un chercheur d'horizon. Pendant presque 20 ans, il erre de ville en ville. Florence, Mantoue, Venise, Rome. Il est accueilli partout, mais vraiment chez lui, nulle part. Il peint un peu, il pense beaucoup, il noircit ses carnets, il imagine des cités idéales, des machines volantes, des sous-marins. Et il observe les corps humains, avec une obsession presque mystique. Il dissèque en secret, il veut comprendre la mécanique de la vie. Le squelette, les nerfs, le souffle, 30 cadavres disséqués, parfois dans l'illégalité. Non pas par goût macabre, mais par soif de comprendre. Il voulait savoir comment fonctionne la vie, en explorant la mort. Il dessine le cœur, les poumons, le cerveau. Il a écrit « L'âme s'échappa avec un souffle léger ». Pour lui, l'art n'est qu'un miroir du vrai, et la vérité est dans la science. En 1503, retour à Florence. C'est à cette époque qu'il commence à peindre un portrait. Le portrait d'une femme mystérieuse. Elle s'appelle Lisa Gherardini. Et ce tableau va devenir la Joconde. Une femme, un sourire, un fond flou, des yeux qui te suivent. Tu la connais, tout le monde la connaît. Un chef-d'œuvre, jamais livré à son commanditaire. Léonard ne voudra pas s'en séparer. Il a commencé vers 1503 et il l'a emporté partout avec lui, jusqu'à la fin de sa vie. Ce portrait, ce n'est pas juste une commande, c'est son obsession. Un laboratoire de lumière, de psychologie, de science. Chaque coup de pinceau est une énigme. Comme si Léonard avait caché toute son âme dans un visage. À Florence, il retrouve un rival, Michel-Ange. Deux géants, deux visions, l'un est muscle, marbre, élan divin. L'autre est énigme, nature et intelligence. Les deux sont appelés à peindre, face à face, dans la salle du conseil. Un duel d'images qui restera inachevé. Encore. C'est ça la vie de Léonard. Des commencements sublimes, des idées trop grandes pour le monde, et le monde qui ne suit pas. Mais malgré tout, il avance, toujours, vers un dernier voyage, vers un roi, vers la France. En 1516, Léonard a 64 ans. Il traverse les Alpes à dos de mulet. Avec lui, la Joconde, Saint Jean-Baptiste et des dizaines de carnets. Il n'est plus jeune. Son bras droit est presque paralysé. Ses forces déclinent, mais son esprit, toujours en feu. Et là, un roi entre en scène. François Ier, 22 ans, curieux, flamboyant, passionné de l'art. Il veut Léonard. Il l'invite en France. Et il lui donne tout. Une maison, des serviteurs, une pension royale et surtout du respect. Léonard s'installe au Clos Lucé, à Amboise. Là, il retrouve ce qu'il n'a jamais vraiment eu, le temps, la liberté et un jeune roi à l'écoute de ses rêves. Il ne peint plus, mais il l'explique. Il transmet, il parle d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie. Il rêve d'un château idéal pour la France. Et peut-être, il savoure enfin le repos du créateur. Le 2 mai 1519, à 67 ans, Léonard meurt dans sa maison. Certains disent dans les bras du roi. Peut-être. Mais une chose est sûre, il meurt entouré d'estime, de lumière et en paix. Il laisse derrière lui des chefs-d'œuvre, des énigmes et des carnets, des centaines de pages, remplis d'idées, de plans, de rêves, certains si en avance qu'on ne les comprendra que 5 siècles plus tard. Léonard de Vinci n'était pas seulement un génie, il était un monde entier à lui seul. Curieux de tout, limité par rien, et même s'il n'a pas tout fini, il a tout commencé. Léonard est mort depuis plus de 500 ans. Et pourtant, il est partout. Dans les musées, évidemment. Dans l'art, bien sûr. Mais aussi
dans les avions, dans les ponts, dans les jeux vidéo, dans les films, les romans, les intelligences artificielles. Son nom est devenu un symbole de curiosité, d'intelligence, de liberté de penser. Parce que Léonard n'a pas laissé une école, il a laissé un exemple. Il nous a appris que tout est lié, l'art et la science, l'intuition et la logique, le beau et l'utile. Il n'a pas inventé l'avenir, il l'a rêvé. Et nous, on continue de courir derrière. Il nous a laissé une simple question. Et si? Et si on regardait mieux? Et si on ne cessait jamais de chercher? Et si la beauté était une forme de vérité? Léonard de Vinci n'a pas changé le monde. Il nous a montré comment le regarder autrement. Si cette vidéo vous a parlé, alors abonnez-vous, commentez, réfléchissez et rêvez. Et surtout, n'arrêtez jamais de vous poser des questions. Car comme le disait Léonard, l'intelligence commence par la curiosité.